Je me souviens très clairement du moment où les portes de la prison se sont ouvertes. L'air était différent, trop léger, trop libre pour une femme qui avait passé des années enfermée dans un monde sans horizon. Quand j'ai fait mon premier pas dehors, j'ai eu l'impression que la terre ne me reconnaissait plus. Les voitures passaient, les gens marchaient, mais tout semblait étranger. Comme si j'étais revenue dans un monde qui n'attendait plus mon retour. Je tenais un petit sac, presque vide, pas parce que je n'avais rien, mais parce que la prison m'avait vidé de tout. Je pensais retrouver ma vie, retrouver ma fille, reprendre ce qui restait de mon passé. Mais la première nouvelle qui m'attendait allait briser ce qu'il me restait encore de cœur. Une femme s'est approchée de moi, ma sœur. Elle avait ce regard qu'on porte quand on cache une bombe derrière un sourire. Elle m'a dit « Il faut qu'on parle ». Je n'ai pas eu le temps de répondre. Elle a ajouté ces mots, comme on arrache la vie d'un seul coup. Ta fille, elle est morte. Je n'ai pas réagi. Mon corps s'est arrêté, mon cœur aussi. J'avais l'impression que ma peau ne me contenait plus. Je me suis assise. Elle parlait, mais je n'entendais plus rien. Les sons devenaient flous. Les rues disparaissaient. Tout ce qui restait, c'était cette phrase qui tournait en boucle. Ta fille est morte. Je n'ai même pas pleuré. C'était trop brutal pour pleurer. J'étais dans un état où même la douleur refuse d'entrer. Ma sœur m'a donné une enveloppe. À l'intérieur, un papier, un certificat. Aucune explication claire, juste des phrases froides comme des couteaux. Je suis rentrée chez elle en silence. La maison était pleine de gens, des visages familiers, mais des regards vides, pleins d'excuses, sans une once de vérité. Chacun parlait avec prudence, comme si ma douleur était un objet fragile qu'il ne voulait surtout pas toucher. Mais je sentais autre chose, une gêne, une tension, comme si derrière ces mots doux se cachait quelque chose de plus sombre. J'ai voulu voir la chambre de ma fille. La porte était fermée. Ma sœur m'a dit « On n'a pas touché à ses affaires ». Mais quand je suis entrée, j'ai compris qu'elle mentait. Rien n'était en place. Les jouets avaient molles disparu, les vêtements aussi, les petits dessins qu'elle collait partout, disparus. Le lit, recouvert d'un drap blanc, semblait mis en scène, comme une décoration, pas comme une absence. J'ai demandé « Où sont ses affaires? Où sont ses jouets ?» Pas de réponse claire, juste des excuses vagues. On a dû ranger, c'était trop douloureux. Ranger, effacer ou cacher quelque chose? La nuit, je ne dormais pas. Je fixais le plafond en essayant de me souvenir. La prison m'avait volé des années, mais pas mes émotions. Je me souvenais de sa voix, de ses mains, de ses rires. Mais certaines images étaient floues, comme si quelqu'un avait joué avec ma mémoire. Les jours passaient et tout semblait de plus en plus étrange. Quand je demandais des détails sur sa mort, les réponses changeaient. Accident, maladie, complications. Aucune version ne se ressemblait. Je savais que quelque chose clochait. Je le sentais dans les regards, dans les silences, dans les non-dits. Alors j'ai commencé à fouiller la maison, les tiroirs, les boîtes, les papiers. Et un soir, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Une photo, une vieille photo d'une petite fille avec un ballon. Derrière, un prénom écrit à la main. Leïla, le prénom de ma fille. Mais quelque chose me dérangeait. La photo semblait étrangère, pas prise chez nous, pas avec moi, pas dans un lieu que je reconnaissais. J'ai interrogé une ancienne voisine. Elle m'a dit « Je ne me souviens pas d'avoir vu ta fille, pas souvent en tout cas. » Pas souvent? Elle jouait dehors tous les jours. Comment pouvait-elle ne pas se souvenir? Puis j'ai contacté l'école où elle était censée être inscrite. L'institutrice m'a dit « Désolée, aucun élève a ce nom-là dans nos archives. » J'ai senti un froid me traverser. Je raccrochais, les mains tremblantes. Comment une enfant scolarisée n'aurait-elle aucune trace? J'ai commencé à remettre tout en question. Ma sœur, ma mère, la famille, leur histoire, leurs mots, leur silence. Et plus je creusais, plus je découvrais des incohérences. Des factures qui ne correspondaient à rien, des documents administratifs effacés, des dossiers médicaux incomplets, un historique scolaire inexistant. Puis un jour, une enveloppe anonyme est arrivée devant la porte, à l'intérieur, la photo d'un registre. Le nom, Leïla, était rayé d'un trait noir. Et un message.
cherche plus loin. C'est ce jour-là que j'ai compris, on ne m'avait pas seulement caché la mort de ma fille, on m'avait caché quelque chose de plus profond. Et j'ai décidé d'aller au bout. J'ai interrogé un médecin qui avait signé un des documents. Il m'a regardé dans les yeux et a dit: Je ne connais pas cet enfant, je n'ai jamais signé ça. Ma respiration s'est arrêtée. J'avais la preuve. Quelqu'un falsifiait les documents. Alors j'ai fouillé encore plus loin. Et j'ai trouvé quelque chose de terrifiant, une série de lettres. Des lettres adressées à un nom que je ne connaissais pas. Elle pressait à l'aide et il parlait l'homme d'un placement d'un enfant problématique, d'une adoption nécessaire pour préserver l'honneur. Mon sang s'est glacé. Quel enfant? À qui parlaient de ces lettres? Pourquoi cela était-il caché dans mes affaires? J'ai compris que ma famille jouait un rôle. Chaque phrase, chaque geste était préparé. Ils avaient construit une histoire autour de moi. L'histoire d'une mère. L'histoire d'une fille. Une histoire parfaite. Trop parfaite. Mais les pièces ne s'emboîtaient même pas. Elles ne s'emboîtaient pas, elles ne s'emboîtaient plus. Un jour, en cherchant dans les archives d'un hôpital, une secrétaire m'a fait tomber accidentellement un document. Un document qui ne m'était pas destiné. Il parlait d'un enfant, mais pas du mien. Il parlait d'une fille née sous X, abandonnée et adoptée par quelqu'un de ma famille. Le monde s'était fissuré autour de moi. À ce moment précis, une question terrible m'a frappée. Et si ma fille n'avait jamais existé? Ce doute m'a terrassée. Mais c'était la première fois que la vérité, ou ce qui s'en rapprochait, semblait enfin pointer le bout de son nez. Ce jour-là, j'ai compris que mon combat ne faisait que commencer. Et la suite serait pire que tout ce que j'avais imaginé. La vérité n'arrive jamais d'un seul coup. Elle avance par bonds, par secousses, par fissures dans le sol. Parfois elle vous frappe, parfois elle vous chuchote tout bas, et parfois elle vous détruit lentement sans que vous ne réalisiez à quel point vous étiez manipulé. Après la découverte de l'enfant sous X, tout s'est remis en place dans ma tête. Pas avec douceur, non, comme un puzzle dont on force les pièces jusqu'à les casser. Je me suis assise sur le trottoir devant l'hôpital. J'avais l'impression que le monde tournait trop vite pour moi. Chaque respiration était une lutte, chaque souvenir devenait suspect. Alors j'ai décidé d'aller voir la seule personne capable de m'affronter en face, ma mère. Quand je suis arrivée chez elle, elle était assise dans son salon, droite, immobile, presque prête, comme quelqu'un qui attend son verdict. Elle savait que la vérité approchait. Elle savait que les murs de mensonges qu'elle avait construits s'effondraient. Je lui ai demandé simplement: Pourquoi? Elle a fait semblant de ne pas comprendre. J'ai répété: Pourquoi m'avoir menti sur ma fille? Pourquoi m'avoir laissé croire que j'étais mère? Pourquoi m'avoir volé quelque chose d'aussi sacré? Elle en a baissé les yeux. Pendant un instant, elle ressemblait à une vieille femme fragile. Mais ce n'était pas de la fragilité, c'était de la culpabilité. Elle a dit: Parce que tu n'étais pas prête, parce que tu avais besoin de croire en quelque chose, parce que tu avais besoin d'un rôle. Un rôle. C'est ce qu'elle m'avait donné. Un rôle dans une pièce de théâtre qu'elle avait écrite. Elle allait expliquer que des années plus tôt, une femme pauvre, une fille perdue, avait accouché d'un bébé abandonné, sous X. Ma mère avait proposé d'aider. Mais en réalité, elle avait décidé d'en faire un symbole, un outil, une façade parfaite pour masquer un scandale familial, une naissance qu'il fallait cacher, une réputation qu'il fallait sauver. Elle m'a regardée et a ajouté: On a fait croire que tu étais sa mère. On t'a montré des photos, on a mis des dessins sur les murs, on t'a raconté des souvenirs, pour que tu y crois. Je sentais mes jambes se dérober sous moi. Ma propre identité se fissurait. Je n'avais pas seulement été trompée. Non, j'avais été reprogrammée. Le mensonge avait été répété tellement souvent qu'il était devenu ma vérité. Elle continua: L'enfant n'est jamais resté. Elle a été confiée ailleurs, peu après sa naissance. Tu ne l'as jamais vraiment connu, tu ne l'as jamais tenu, tu ne l'as jamais même vu. On a créé les souvenirs pour toi. J'avais mal. Pas une douleur qu'on peut expliquer. Une douleur profonde, primitive, qui casse la voix. Je tremblais. J'ai demandé: Pourquoi m'avoir annoncé sa mort? Pourquoi ce mensonge final? Elle a répondu calmement: Parce que le secret devait disparaître avec toi,
Parce que si tu sortais de prison, tu poserais des questions. Il fallait éteindre l'histoire, une fois pour toutes. J'étais donc la menace à éliminer. Pas avec violence, non, avec un mensonge parfait, la mort d'un enfant qui n'avait jamais existé, pour moi. J'ai sorti de mon sac une lettre trouvée dans les archives, signée par un notaire. Elle l'a reconnue immédiatement. Tu t'es battu pour le garder secret, lui ai-je dit. Tu t'es battu pour une illusion, pour me modeler, pour me contrôler. Elle n'a rien dit. Son silence était un aveu. Mais quelque chose me travaillait encore, quelque chose de plus profond. Alors j'ai posé la question fatale. Où est la vraie Leïla? Où est l'enfant? Elle m'a regardée, avec un mélange de peur et de honte, et elle a murmuré. Je ne sais pas. On l'a placée, puis elle a disparu du système. On ne l'a jamais revue. Cette vérité m'a glacée. Eux-mêmes avaient perdu la trace de leurs propres mensonges. J'ai quitté la maison sans me retourner. Ma mère m'appelait, mais sa voix n'avait plus de poids. Elle appartenait à un passé qui n'existait plus. Les jours suivants, j'ai continué à chercher, à fouiller, à lire, à interroger. Mais plus je cherchais, plus la vérité devenait un labyrinthe. La journaliste qui m'accompagnait a, elle aussi, découvert quelque chose. Des transferts d'argent, des signatures falsifiées, des photos truquées, des témoins payés. Il y avait toute une machinerie derrière cette fiction. Une machinerie que ma famille avait alimentée pendant des années. Puis, un élément a tout fait basculer. Une vieille cassette audio. Une confession enregistrée il y a des années. La voix de ma mère disait clairement « Cette histoire doit rester secrète. Personne ne doit savoir l'origine de cet enfant. Pas même elle, encore moins elle. » Elle, c'était moi. J'ai compris à cet instant. Je n'avais jamais été une mère. J'avais été une victime d'ingénierie familiale, une marionnette dans un mensonge élaboré. La cassette a été la preuve finale, la preuve indiscutable, celle qui détruit tout ce qui restait encore d'illusion. J'ai décidé de tout révéler publiquement, de raconter mon histoire, non pas pour faire scandale, mais pour me libérer définitivement. Quand la vidéo est sortie, elle a explosé. Des milliers de personnes ont découvert la vérité. Certains ont pleuré pour moi, d'autres ont douté. Mais au fond, l'important n'était pas la réaction. L'important, c'est que mon histoire n'était plus enfermée dans leur silence. La justice a ouvert une enquête, pas sur la mort d'un enfant, mais sur la création d'un faux enfant et sur l'effacement volontaire de ma vie de mère. La famille a été éclatée, les liens coupés, les secrets révélés, et la façade effondrée. Et moi? Je ne suis pas sortie de cette histoire comme une femme sauvée. Je suis sortie comme une femme reconstruite, brisée, mais reconstruite. Aujourd'hui, je marche sans illusion. Je ne cherche plus à savoir qui était réellement Leïla. Je ne cherche plus son visage. Je ne cherche plus son existence. Parce qu'elle n'était pas mon histoire. Elle était leur mensonge. Ma vraie histoire, celle que je porte maintenant, c'est celle d'une femme à qui on a volé un rôle et qui est allée reprendre sa vérité. On m'a volé une maternité. On m'a volé des années. On m'a volé une identité. Mais ce qu'ils n'ont pas réussi à voler, c'est ma renaissance. Aujourd'hui, je ne suis plus une mère fictive. Je suis une femme réelle, libre, délivrée, et plus forte que tous leurs mensonges réunis. Ceci, c'était mon histoire. Et maintenant qu'elle est dite, elle ne pourra plus jamais être effacée.